Les téléspectateurs de TSM Immo, bonjour. Alors, je suis Ahmed Lo, votre consultant immobilier, et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir sur ce prestigieux plateau des acteurs clés du secteur de l'immobilier au Sénégal pour échanger ensemble sur un sujet économique de très grande envergure, de très grande importance qui est le loyer au Sénégal. Alors, j'ai à ma droite tout d'abord le président Momando, qui est le président de la Commission nationale de régulation du loyer des baux à usage d'habitation. Bonjour Président. Oui, bonjour Lo. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est avec plaisir. Je salue aussi tous les présents au niveau du plateau et ceux qui se regardent à travers le net. Merci beaucoup, Président Ndao. Alors, j'ai à ma gauche un acteur qu'on ne présente plus, qui est le président de la Fédération des agences et courtiers immobiliers du Sénégal, la FACIS, M. Abdoul Kampagne Diédhiou. Bonjour Abdoul. Bonjour M. Lo. Toujours un plaisir de te recevoir sur notre plateau. C'est toujours un plaisir à moi aussi de pouvoir répondre présent à vos invitations très et de pouvoir apporter aujourd'hui une vision un peu différente des différents débats qu'on émet sur l'immobilier. Et je remercie aujourd'hui l'honneur que le président, M. Mamandan, nous fait de nous rejoindre à notre table et aussi avec, comment dirais-je, j'oublie le nom. Oui. Monsieur Sek, de ADLS, très bien. Je connaissais très bien Monsieur Sarro et Monsieur Alassane Sall, qu'on a beaucoup échangé sur certains plateaux et aussi posé ensemble les problèmes récurrents du loyer. J'espère que cette émission sera une émission très constructive et instructive pour tout le monde. Tout à fait. Merci beaucoup et recevez d'ailleurs, entre parenthèses, les remerciements du cabinet AML pour vraiment la vulgarisation que vous faites de l'intelligence immobilière. Voilà, merci beaucoup. Alors, j'ai également le doyen Alassane Labissène, qui est un représentant de l'Association pour la défense des locataires du Sénégal. Bonjour doyen. Bonjour. Merci beaucoup pour l'honneur que vous nous faites d'assister à cet échange fructueux sur un sujet économique très important qui est le loyer au Sénégal. Et j'en profite également pour remercier et saluer le président de l'ADLS, qui est Elie Mansal, qui tenait vraiment à venir, à participer, mais bon, pour des raisons indépendantes de sa volonté. Voilà, il n'a pas pu honorer de sa présence, mais nous sommes de tout cœur avec lui et nous espérons que pour les prochains épisodes, il sera de la partie. Alors, pour bien camper le débat, Président Ndao, je vais commencer par vous. On souhaiterait savoir, donc les téléspectateurs qui nous suivent souhaiteraient savoir un peu plus sur la CONAREL. D'où est née justement cette institution-là? Quelle est l'autorité de tutelle? Quelles sont ses missions et quelles sont les réalisations que vous avez eu à faire depuis sa création en 2023? Très bien, je vais aller un peu plus dans l'historique pour que les gens aient une idée un peu de ce qui se passe. Alors, nous avons eu, dans le cadre de l'Association des consommateurs du Sénégal, initié 3 baisses de loyer au Sénégal. La première baisse, c'était en 1994, quand il y a eu la dévaluation. Les prix se sont vus du jour au lendemain augmenter presque de 100%. Et nous avions sollicité l'État pour bloquer les prix des produits de première nécessité. Nous avions souhaité obtenir aussi une baisse des loyers. Et le président Abdou Diouf, par ordonnance, avait pris une mesure de baisse des loyers donc de 13,5%. C'était la première baisse. Quand le président Abdoulaye Wade aussi est arrivé, nous avons tenté aussi d'obtenir une baisse des prix du loyer, toujours avec, puisque c'est l'État qui fixe les prix du loyer. Le président Wade n'était pas d'accord. Il disait on va obtenir la baisse en augmentant l'offre immobilière. C'est-à-dire s'il y avait beaucoup de logements en location, les prix vont baisser. Effectivement, économiquement, parce que lui il disait si je suis un libéral, et donc si on augmente l'offre, les prix vont baisser. Mais le problème de fond, et d'ailleurs ça répond à une de vos préoccupations, c'est que pendant cette période-là, il y a eu beaucoup d'instabilité dans les pays de la sous-région. Côte d'Ivoire, Guinée, etc. On parle de quelle période? La période où Wade était là, c'est-à-dire dans la période de 2000-2012. Et donc cette déstabilisation qui avait commencé à la fin des années 90 de ces différents pays avait fait que certaines structures internationales étaient même déportées à Dakar. Et en plus, ceux qui avaient des familles qui étaient aisées au niveau donc, de certains pays de la sous-région ont amené leur famille ici, faire des études, habiter
pour un peu échapper aux difficultés qu'il y avait dans leurs différents pays. Et ceci a continué. Et avec l'arrivée de ces familles fortunées, qui étaient prêtes à payer des prix un peu plus chers, et automatiquement, l'offre solvable a augmenté. Parce qu'il y a des gens qui sont fils de ministres ou de gens qui sont dans des gouvernements de ces pays-là et qui habitent là, qui vont habiter pour envoyer leur famille à l'université, etc. Et ces gens étaient prêts à payer des montants un peu plus élevés que d'habitude. Et comme cette offre était là, d'ailleurs, vous avez vu, il y a même eu des dérives après, jusqu'à présent, donc de gens qui disent je ne loue qu'à des étrangers. Parce que bon, les étrangers payent plus cher et puis ne font pas beaucoup de résistance, etc. Ce qui est interdit d'ailleurs. Voilà, ce qui est interdit, tout à fait, tout à fait. Alors donc, cette offre solvable a fait que les prix du loyer ont commencé à grimper. Et sur la période, l'Agence nationale de la statistique avait fait une étude qui disait que le coût de la construction, du loyer, de l'argent, des équipements, de la main-d'œuvre, la totalité des coûts a augmenté sur la période de 44,4%. Mais qu'en revanche, les bailleurs ont augmenté les prix du loyer de 256,06%. C'était vraiment effarant. Et devant cela, nous sommes allés revoir le président de la République en lui disant il faut qu'on baisse les prix du loyer. Il dit pourquoi, je lui explique qu'aujourd'hui le taux d'augmentation, la répercussion de l'augmentation subie par les bailleurs est presque 3 fois supérieure. Et que ça, c'est des données fiables de l'Agence nationale de la statistique, c'est pas le tout. Je dis aussi que les données de l'Agence nationale de la statistique disent que les consommateurs réclamaient une baisse d'environ 30%, 30 à 37%, en moyenne. Et pour le convaincre et pour qu'on puisse en bénéficier, j'ai dit l'État aussi loue des immeubles, des appartements, etc. Et donc s'il y a une baisse des loyers, le budget de plusieurs milliards de francs CFA réservé à la location des immeubles par l'État aussi va diminuer. Donc on va viser une baisse de 30%. Il dit OK. Et il crée une commission. Sous la houlette donc, de la primature. À l'époque, c'était Mme Mimi Touré qui était donc, le Premier ministre. Et donc, il crée une commission de 5 personnes. Puisque le professeur Iba Der Thiam, dans la période donc, où Wade était au pouvoir, avait travaillé sur une commission d'enquête parlementaire relative au loyer, et malgré les conclusions qu'on avait données, le président Wade disait on va augmenter l'offre. Et donc, puisque lui, il est actuellement de l'opposition, puisqu'il était du PDS et que donc c'est l'APR qui est venu au pouvoir, le fait d'avoir le président Iba Der Thiam dans la commission permettrait de pouvoir réconcilier le maximum de Sénégalais, même ceux qui n'étaient pas avec le président en exercice. Donc, il a dit, puisque c'est un parlementaire, et c'est une personne âgée et tout, on va en faire le président de la commission. Ensuite, il y avait un magistrat donc de la primature, puisqu'on devrait, après décision, écrire des textes, lois et autres. Ensuite, il y avait moi, donc on était 3. Il y avait le représentant des bailleurs, puisque les bailleurs n'étaient pas encore organisés à l'époque, et il a été pris le président honoraire de la Chambre des notaires, Maître Moustapha Ndiaye, et qui avait été président donc, de la Chambre des notaires, et qui connaissait beaucoup de bailleurs organisés d'une manière ou d'une autre, formelle quoi. Donc ça faisait 4, et M. Chérif Mohamed El Habib Thiam, qui est expert immobilier, puisqu'on va travailler sur les systèmes de calcul et tout, et lui, ça c'est son domaine. Donc la commission, c'était ces 5 personnes. Quand on a fait la première réunion, on s'est dit, mieux vaut l'élargir pour que le maximum de structures puissent y être représentées. Alors, c'est ainsi que j'ai proposé que l'ADLS soit représentée, puisque moi j'avais initié le truc, j'étais membre de l'ASCOSEN,
mais j'aurais souhaité qu'il y ait une autre association de consommateurs parce que je l'avais initié. J'avais 2 casquettes, j'étais conseiller du président, etc. Donc, je voulais qu'il y ait une association de consommateurs. Donc, c'est ainsi que j'ai proposé la DLS. Et puis, on a élargi, on a mis les impôts et domaines, puisque les textes sur le loyer parlaient plutôt des impôts et domaines comme structure chargée de cela, le cadastre. Ensuite, les banques ont été entendues. Plus tard, on a eu les agences immobilières qui étaient un peu organisées. Je pense à l'Anaïs. Et c'est comme ça. Non, la FACIS n'était pas encore la première baisse. Je parle de la baisse de 2014. Et donc, c'est comme ça qu'on a un peu élargi et nous avons commencé à travailler. L'idée, c'était de dire comment est-ce qu'on va baisser. Et il y a eu plusieurs approches qui ont été proposées, des approches techniques, des approches par décret comme l'avait fait le président Abdou Diouf. Et finalement, on a dit, nous allons réviser les textes, mais nous maintenons la méthode de calcul de la surface corrigée. Donc c'est ainsi que, puisque l'étude de l'ANST disait qu'il y avait 98% de bailleurs qui n'avaient pas fixé les prix du loyer selon la base donc, de la surface corrigée, donc qui était donc hors la loi, on va faire un texte qui va cibler ces 98%. Et maintenant, pour les 2% qui avaient respecté la surface corrigée, on va faire un texte qui va les cibler, c'est-à-dire la modification des décrets relatifs à la fixation du prix du loyer, le décret sur la fixation des prix des terrains nus et des terrains bâtis, le décret sur les catégories et le décret sur les taux. Donc, c'est comme ça que la Commission a fait une première proposition donc, qui avait été adoptée par une loi votée à l'Assemblée nationale et les 2 décrets qui sont par la suite sortis pour revoir les catégories, etc. Donc, première baisse. Dès que nous avons commencé à baisser, tout le monde commençait à respecter. Mais à un moment donné, les bailleurs étaient en train de se réorganiser pour ne pas baisser le prix du loyer. Donc certains disaient oui, nous avons fait la surface corrigée, or le texte s'adresse à ceux qui n'ont pas fait la surface corrigée, mais ce qu'ils oubliaient, c'est que nous avons modifié les décrets sur les surfaces corrigées et que par conséquent, eux aussi devraient baisser du fait de l'application de ces 2 décrets. À un moment donné, on s'est rendu compte que le taux de contournement était tellement élevé et facilité par le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés pour payer le loyer. Et donc, quand ils sortent, à chaque fois qu'ils reviennent, ils retrouvent des conditions qui sont devenues plus inaccessibles. On dit qu'en général, les bailleurs ils sortent les locataires pour pouvoir monter les prix. Exactement. Voilà, en fait, en résumé, c'était un peu ça. Et donc, les contestations ont recommencé à monter, etc., etc. Et je suis reparti voir le président en disant les gens sont fatigués, on a baissé, mais actuellement ça remonte. Et il dit qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit il faut rebaisser. Épargner ceux qui avaient baissé avant. Parce qu'il y a des gens qui avaient baissé qui n'avaient pas réaugmenté. Mais il faudrait que la proposition initiale qu'on avait faite de faire un observatoire, ou en tout cas un organe de suivi des loyers, puisse être revisé. Parce que ceux qui sont chargés de faire ce travail-là ont croisé les bras. Parce que c'est le ministère des Finances, c'est les directions des impôts et domaines qui sont, eux, chargés par les textes de faire suivre la réglementation. Mais comme il y en a qui sont des bailleurs la plupart, donc c'est... Ah oui, c'est eux qui donnent les maisons, donc ils en ont. Et ils sont des locataires, ils sont des bailleurs. Et donc, depuis le début, ils n'ont jamais voulu s'impliquer. Parce que ce projet de texte que nous avions élaboré devait être présenté par le ministère de l'économie et des finances, si on suit tous les textes. Mais le ministère de l'économie et des finances ne l'a pas présenté. Et donc, c'est le ministère du commerce qui est venu à la rescousse pour présenter, puisqu'on va fixer des prix. Mais dans tous les textes initiaux sur le loyer, c'est le ministère des Finances. Donc, direction des impôts, domaine, cadastre et tout ça là qui gère ça. Et donc, depuis la mise en œuvre de la première baisse, le ministère a croisé les bras. Quand on les invite en réunion, ils font tout pour être absents. Parce qu'ils ne pouvaient pas dire non, parce que c'était une loi. Mais ils n'étaient pas d'accord. Ils ne disaient pas qu'ils n'étaient pas d'accord, mais ils n'étaient pas présents.
Et donc, je dis au président, il faut qu'on trouve une solution à cette absence d'autorité de régulation du loyer pour faire appliquer la réglementation à la fois aux locataires et aux bailleurs. Finalement, après, la législation de 2014-03 a été votée. C'est ça, c'est bien. Oui, oui, ça a été voté et donc la baisse avait commencé, mais les bailleurs ont commencé à contourner, comme vous avez résumé tout à l'heure. Ça, c'était 2014. Maintenant, quand on est arrivé vers les 2020, 2021, 2022, donc nous avons dit au président, il faut qu'on crée un organe qui va être chargé du suivi des loyers. Vous, en tant que commission, c'est ce que vous avez proposé? Non, on n'avait pas encore de commission. L'ancienne commission avait fini sa mission. Mais moi, j'ai 2 casquettes. Je suis conseiller du président. Je travaille à la présidence depuis 20 ans. Alors donc, comme il y avait une demande très pressante des consommateurs pour qu'on règle le problème, puisque les prix étaient devenus beaucoup plus hauts, donc je lui ai dit, les gens sont fatigués, il faut qu'on trouve une solution. Il dit, solution? Je dis, ok. Il dit, on lui dit, on va revoir les textes. Parce que nous avions fait un projet d'observatoire à l'époque, en 2014, mais il fallait qu'on le réadapte. Puisque en 2014, l'objectif c'était plutôt d'observer, mais maintenant en 2021-2022, on s'était rendu compte qu'il fallait pouvoir trancher les litiges, etc. Et une commission a été créée dans laquelle il y a eu les représentants des bailleurs, des locataires, l'administration, et nous avons réécrit un texte relatif à la création d'un organe qui va faire la régulation. Et en même temps, il y avait d'autres textes qu'il fallait réviser, dont un sur les agents immobiliers, les agences, etc., qui avait été abrogé du fait de la libéralisation à partir de 1994. Et ce décret organisait un peu l'activité des agences, leur travail et tout. Et nous avons remis sur l'établi ce projet de texte, bien sûr toujours en concertation avec les différents acteurs. Aujourd'hui, comment a été, justement pour qu'on puisse aller un peu plus vite, comment la CONAREL a été créée justement? Oui, c'est ce que je vous explique. Donc on a fait deux textes. Le premier, c'est la CONAREL. Le deuxième texte, c'était un texte pour organiser le secteur. Et quand on l'a soumis au ministre du Commerce, le ministre du Commerce a gardé le texte presque pendant 1 an, presque 9 mois, sans transmettre le texte au président. Je suis reparti voir le président, j'ai dit, monsieur le président, les gens sont fatigués, le texte. C'est à partir de ce moment-là qu'il a demandé qu'on lui redonne le texte, qui était finalisé et tout. Tout le monde avait donné son... comment on appelle ça, l'administration avait donné ses inputs et tout. Et c'est ainsi que, à partir de cette période, il a été créé à la fois la commission et décidé de la baisse le 1er mars. Si je m'amuse, par les décrets 2023-447 et les décrets 2023-384, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. Et donc, ça a été créé le même jour. Ah, d'accord. C'est-à-dire tous les 2 décrets, c'est du 1er mars. Oui. Vous vous imaginez, on crée un organe qui doit gérer la baisse des loyers qui est acté le même jour. Donc, les gens vont se dire, mais comment un organe qui vient d'être créé va travailler? C'est parce que depuis plusieurs mois, nous avions travaillé à la fois sur les textes, etc. Et nous avons utilisé un peu, l'existence, c'est-à-dire des commissaires aux enquêtes économiques qui étaient au ministère du Commerce, qui ont tout de suite été opérationnels puisqu'ayant suivi le mouvement depuis le début. Et donc, c'est ainsi que la CONAREL a commencé à travailler sans moyens, mais en utilisant les moyens du ministère du Commerce. Parce qu'en fait, la CONAREL est rattachée au ministère du Commerce. Ah, d'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les taux? Quelles sont les fourchettes qui ont été décidées? Voilà, alors, en 2019, on avait une demande de 37% et on avait proposé 30%. Et quand on est arrivé au calcul technique, on était à 29%. Pour les plus vulnérables, 14% et ensuite 4%. Mais en fait, on s'était vraiment bagarré pour obtenir ces... Parce que l'idée, c'était d'avoir 30% pour tout le monde.
Mais est-ce que ce n'est pas les anciens taux, Président, ce que vous venez juste de dire? Oui, je suis en train de vous expliquer les anciens taux. La jeunesse, oui. Pourquoi on est un peu plus rapide? Ah oui, d'accord, oui. Bon, excusez-moi. Bon, parce que je me suis dit, bon, ouais. Alors les nouveaux taux actuellement, donc c'est 15%. D'accord. Bon, ensuite 10% et 5%. Alors maintenant, quand on a mis les taux, on l'a fait de manière progressive pour que les petites bourses aient de plus de baisse que les grandes bourses. C'est ce que je voulais expliquer dans la variation des taux là. Parce qu'en fait, si vous imaginez quelqu'un qui paye un loyer de 1 million, si on lui dit on baisse de 15% ou de 30%, c'est beaucoup d'argent. Donc, et économiquement, ce n'est pas facile. Je vous donnais le cas de 2014, parce que si on n'enlève que 30%, c'est 300 000 qu'on baisse tout de suite du loyer de 1 million. Alors, puisque celui qui paye 1 million, il peut payer 500 000. Mais il a choisi de payer 1 million, donc c'est un patron. Donc on a dit, celui-là, on va lui faire une petite baisse. Et on va plus baisser pour celui qui va payer moins de 150 000. C'est ça qui explique le pourcentage dégressif. Et parce qu'en fait, si on avait appliqué le même taux pour tout le monde, vous vous imaginez ce que ça allait faire. Et d'ailleurs, les bailleurs, les gros bailleurs avaient commencé à grincer des dents. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais revenir vers vous, Président, pour justement parler des moyens techniques et technologiques qui sont mis à disposition, et également les ressources humaines mises à disposition de la CONAREL, et également les résultats que vous avez eu à enregistrer depuis la création de la CONAREL. Alors, Doyen Sène, j'en viens à vous, justement, Doyen Sène, comme on dit. Donc, le loyer est très cher aujourd'hui au niveau du Sénégal. Est-ce que depuis la création de la CONAREL, donc, dont l'une des missions était effectivement de réguler le loyer, en tout cas la spéculation qui sévissait vraiment dans le secteur de l'immobilier locatif, vous en tant qu'association pour la défense des locataires, vous avez ressenti qu'il y avait effectivement une baisse et que les résultats étaient positifs depuis un an? En fait, pratiquement non, parce que dans la mesure où il y a une volonté de l'État qui a voulu que les loyers soient vraiment à un certain niveau où le petit Sénégalais puisse en jouir. Malheureusement, les bailleurs ont trouvé des subterfuges pour contourner la loi par des manières, avec peut-être la complicité des courtiers, des agences immobilières. Alors, ça, Didiou va répondre. Oui. Donc, ils ont trouvé des subterfuges pour rester. Ils ont augmenté, quand ils ont appris qu'on va vers la baisse des loyers, ils ont augmenté, ils n'ont pas voulu prendre de nouveaux locataires. Si bien qu'ils ont trouvé des subterfuges pour mettre en place un nouveau montant qui, une fois que vous intégrez le logement, alors vous allez apprendre à laisser. Parce que tout ce qui favorise cela, c'est la demande, elle est supérieure à l'offre. Et puis depuis 2000, comme le Sénégal était un État stable, beaucoup d'Africains sont venus investir dans le loyer, dans le logement. Aussi bien les Africains que même les Indiens, les Turcs, les Marocains. Alors ils ont envahi, l'État n'avait pas régulé. Alors, comme c'est un secteur à profit, ils ont profité de ce relâchement de l'État avec la complicité de certaines, je ne sais pas comment on les appelle, fonctionnaires, pour rester, pour que le logement ne soit pas... Bon, nous, ce que nous avions demandé, c'était de favoriser les logements sociaux. Parce que quand vous prenez le plan Jaxaay, Abdoulaye Wade avait fait un bon travail dans ce domaine-là. Le plan Jaxaay, c'est 5 millions. Quand on parle de logements sociaux, il faut que ce soit à la portée du Sénégalais lambda. Alors, mieux, je pense qu'il y avait deux structures qui existaient bien avant les indépendances, c'est-à-dire la SICAP et les HLM. Il fallait favoriser l'assiette foncière dont on donne certains promoteurs. Il fallait donner ça à ces deux institutions, parce qu'au temps des HLM, c'était HLM à loyer modéré, ça concernait juste le petit Sénégalais. Mais les fonctionnaires de la hiérarchie A et B, c'était la SICAP. Alors, ce qui a favorisé même la construction
de la SICAP, les SICAP que vous voyez, les baobabs, les djepel et autres. Bon, et mieux, on avait mis en place les parcelles assainies que la communauté laïenne avait donné gracieusement. C'est de l'unité 1 à 26, c'était gratuitement. Les parcelles. Voilà. Bon, donc, le 150 mètres carrés coûtait en son temps moins de 120 000 francs. Alors, les parcelles à vocation commerciale, c'était 1 million. Mais entre-temps, il y a eu une spéculation parce que c'était pas bien encadré. Si bien que, alors donc, les Sénégalais regardaient maintenant au niveau des HLM. Mais bien avant après les indépendances, mais l'État avait créé les sites builders. Les ballons, là, tout ça. Là. Zone A, zone B, pour réceptionner les déplacés de l'ancienne capitale du Sénégal, Saint. Alors, cette politique-là, il fallait continuer dans ce sens. Parce que pour aider les gens, il faut que ce qui favorise cette spéculation, c'est parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires et que l'État n'a pas un droit de regard sur ce qui se passe. C'est à cette foncière-là dont il donne à ces promoteurs-là, les céder à la SICAP et aux HLM, parce que depuis tout au début, c'était HLM à location modérée. Mais au temps de quand Dansokho était ministre de l'urbanisme, c'est lui qui a demandé à ce que tout le monde, que tous ces logements soient à habitation, soient à paiement. Effectivement. Donc, si bien que après Sonko, après Dansokho, alors ils ont demandé à tous les locataires qui paient la location simple, alors de verser chaque fin du mois 25 000 pour être acquéreurs de leur maison. On était dans un système de location-vente. Alors, donc il est parti de la location simple à la location vente. La SICAP aussi, quand on construisait les SICAP et les HLM, mais il faisait la cour aux gens pour prendre des SICAP. Dans les SICAP, il y a des gens qui ont 2 maisons, 3, parce que personne ne voulait de la SICAP. Alors, il n'y avait pas cette spéculation parce que tu voyais quelqu'un même qui te demande, mais vous, c'est pour vous louer. Mais c'est-à-dire, l'offre était supérieure à la demande. Alors, mais l'État a laissé faire. À un certain niveau, maintenant, ça ne peut plus lui reculer. Alors, c'est ce qui fait que vraiment, depuis cette création de cette loi par le canal je crois qu'elle a bien œuvré pour mettre en place cette CONAREL-là. Mais maintenant, CONAREL n'a pas de moyens. Il faut que l'État dote. Ils n'ont pas de moyens. Ils ne peuvent pas faire le travail. Nous, au niveau de ADLS, on est représenté sur l'ensemble du territoire. Alors, on est représenté. Alors, mais il faut mettre les moyens. Alors, si on mettait les moyens, je crois que CONAREL pouvait régler le problème parce que tous les paramètres ont été mis en place pour vraiment faciliter la baisse de la location. Merci beaucoup, doyen, pour ces insights. C'est très, très intéressant. Alors, j'en viens à toi, Ali. Est-ce que vous pouvez, justement, à la lumière de ce que doyen Sène et le président ont expliqué par rapport aux initiatives qui ont été prises par l'État du Sénégal pour réguler ce marché-là, quelle est aujourd'hui, toi, ta lecture par rapport à ce marché spéculatif? Comment ça a été créé? Je sais que la dernière fois, lorsqu'on avait eu le débat avec le doyen Sambassa, tu nous avais expliqué effectivement qu'au début des années 2000, il y avait un marché qui était libéralisé, donc du temps du régime du président Wade. Est-ce que ça, justement, ça découle, le foncier, ça découle en fait, disons, l'immobilier locatif, ça découle de tous ces problèmes qu'on a vus dans le foncier pour créer cette situation-là, à tel point que l'État du Sénégal a dû prendre ces initiatives-là, donc par la création de la CONAREL, pour arriver à réguler ce secteur immobilier. Quelle est votre lecture? Je vous remercie, M. Lo. Je remercie aussi mes doyens. Moi, je suis, comme on dit, de la nouvelle école. Je ne suis pas de l'ancienne école. Ça fait pratiquement 22 ans que je suis dans l'immobilier.
Voilà, mais je suis de la nouvelle école. J'apprécie tout le raisonnement, j'apprécie tous les efforts qu'ils ont eu à faire pour essayer de réguler le loyer au Sénégal. Et je sais que M. Ndao, aujourd'hui, en tant que président des consommateurs, de l'Association des consommateurs du Sénégal, s'est vraiment battu. À chaque fois qu'il voyait les populations souffrir et tout ça, il allait vers le président, discuter avec lui pour voir quels sont les voies et moyens qu'on pourrait prendre pour résoudre ce problème-là. Mais il faut retenir une chose. De 1981 à aujourd'hui, on a beaucoup légiféré. Oui. 1981, on a légiféré. Beau, hein, 1992, on a légiféré. Abdoulaye Wade, quand il est arrivé en 2001, il a légiféré. 2005, il a légiféré. Toutes ces lois-là qui ont été faites de 1981 jusqu'en 2023, elles allaient dans le sens de faire baisser le loyer. Est-ce que ça a été efficace? Aujourd'hui, on se rend compte que de 2000 à normalement 2024, on a eu plus de 300% d'augmentation de loyer. Simplement dans la fourchette de 2014 à 2024, on est à 256% d'augmentation des loyers. Avec toute cette législation, avec toutes ces lois qu'on a mis en place, avec toutes ces incitations, nos doyens ne sont pas poser la question pour savoir pourquoi. Mais le doyen Sène dit que c'est les intermédiaires qui sont en Les partie intermédiaires, aujourd'hui, nous en tant qu'intermédiaires, oui. dans le secteur de l'immobilier, Oui. nous sommes au milieu de la chaîne. Nous ne sommes ni au début, ni à la fin. Nous sommes, comme on disait, nous sommes des middlemen. Oui. Nous organisons les transactions. Aujourd'hui, les agents immobiliers ne fixent en aucun cas le prix des loyers. Vous ne faites pas d'estimation? On fait des estimations. Nous, quand on dit estimer un loyer, c'est observer les tendances du marché et par rapport aux échanges qui se font entre les propriétaires, les locataires et tout ça, nous, on dégage les prix moyens. D'accord. Ça, c'est une estimation. Mais on ne fixe pas les loyers. On ne fixe pas les loyers. Donc, nous, aujourd'hui, on ne peut pas... Aujourd'hui, on dit l'agent immobilier, c'est le mieux, comment dirais-je, garni de la chaîne immobilière. Quand l'immobilier va, il est à l'aise. Quand l'immobilier ne va pas, il est à l'aise. Parce que nous, on n'a aucun impact significatif par rapport à ça. Le vrai problème qui se pose au Sénégal, c'est que depuis 1981, on a essayé de mettre en place une politique de contrôle de loyer. De 1948, en passant par l'Allemagne, par la France, par les États-Unis, le Canada, il n'y a aucune politique de contrôle du loyer qui a donné des effets positifs. Ce n'est pas au Sénégal qu'on aura des effets positifs. Aujourd'hui, le contrôle du loyer bien fait, ça nous permet d'encadrer certains prix. Ça nous permet aujourd'hui pas de contrer, mais de pouvoir réguler et tout, tu vois, certains trucs, mais ça ne nous permet pas de contrôler la loi du marché entre l'offre et la demande. J'ai entendu Doyen Seck nous dire, au temps de la SICAP et de la location-vente, l'offre était supérieure à la demande, que moi, on cherchait des locataires. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, l'État du Sénégal avait des solutions structurelles. L'État du Sénégal impactait directement sur le marché du loyer. En tant que propriétaire occupant, en ce temps, on était à presque 70% de la population sénégalaise étaient des propriétaires occupants, possédaient eux-mêmes les maisons où ils habitaient. Par rapport au privé, le privé représentait que 10 à 15% des actifs du marché sur le temps, dans les années 80. C'est ça. Entre 70 et 80. Donc aujourd'hui, il n'y avait pas cet impact-là. Mais avec les ajustements structurels qu'on a demandé à faire à nos États, qui ont demandé de délaisser toutes les politiques de logement, ont fait que les États se sont désintéressés par rapport à l'impact positif qu'ils pouvaient faire sur le marché immobilier. D'accord. Ils ont laissé la place au privé. Oui. Ils ont laissé la place au privé. Et le privé, M. Ndao sait très bien, le privé c'est un commerçant. Lui, il est président de l'Association des consommateurs. Il sait que le commerçant est guidé par une seule chose, le gain, le gain, le gain, le gain. Donc, moi je me dis aussi, déjà, qu'on arrête au Sénégal cette politique à dire à voir, on va contrôler le loyer, on va contraindre les gens, on va les sanctionner. Vous qui mettez les lois là,
c'est pour contre d'autres personnes. Mais ces autres personnes-là aussi, elles sont aussi futées que vous pour voir comment contrôler. Il n'y a aucune loi de contrôle de loyer au monde qui n'a pas été contrôlée. Même à Dubaï, on contrôle les lois de contrôle de loyer. Donc, vous savez, quelle que soit la loi qui sera mise au Sénégal, elle sera contournée et va produire son effet contraire. Et toutes les lois de contrôle de loyer qui ont été établies sont des lois qui ont des effets temporels. Et l'effet négatif qui vient est toujours la hausse vertigineuse des loyers. Mais est-ce que ça n'a pas été aussi la non-actualisation du décret 2010-439 qui a causé justement cette hausse vertigineuse-là? Je viens aussi. On vient aussi par rapport, on nous fait les louanges de la loi sur la surface corrigée. La loi sur la surface corrigée, c'est une loi qui a été faite en 1948 en France. Mais aujourd'hui, les gens ont tendance à l'ont presque pratiquement délaissée. Parce qu'en France, on ne parle plus de loi sur la surface corrigée. On vous parle de surface utile, de surface habitable. Donc, on sait que c'est évolutif. Et cette loi de surface corrigée-là, elle a été mise en place pourquoi? Parce que autant au sortir de la guerre, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de logements vétustes qu'il fallait inciter les propriétaires à faire une mise à niveau des logements pour le mettre au confort des gens. Et de ce fait, défavoriser les propriétaires qui n'ont pas mis en valeur leurs biens au profit des propriétaires qui ont mis en valeur leurs biens. Ce système-là, quand vous l'appliquez ici au Sénégal, vous dites bravo la hausse des loyers. Parce qu'aujourd'hui, ce système-là, si on le met en place, on va favoriser tous les nouveaux propriétaires entrants. Donc tous les nouveaux biens qui arrivent sur le marché auront tendance à être beaucoup plus chers. Et c'est ce qu'on remarque sur le marché. Et si on se réfère aussi à la loi de 2010, le décret 2010, de 2010, si on applique les barèmes selon les barèmes de prix de l'État, c'est avantageux pour le loyer. Mais là où se trouve le vrai problème, ça se trouve au niveau du taux de rentabilité qui est utilisé dans la surface corrigée. D'accord. Je vais vous poser une question. Actuellement, quel est le taux de rentabilité de la surface corrigée de la location au Sénégal? On est entre 6 et 8%. Entre 6 et 8%. 8%. En moyenne, c'est 6,5%. Aujourd'hui, dans le décret 2014, de 2010, il est dit, pour calculer la rentabilité des biens immobiliers, il faut l'indexer à 14%. Donc déjà, avec le coût des matériaux cher, le coût du terrain qui est cher, vous venez aujourd'hui, quand vous devez indexer le loyer d'un bâtiment, vous l'indexez à 14% alors que le marché réel est à 6,5%. Ce qui veut dire que cette loi-là, simplement, augmente le loyer de manière de facto. Si je dois indexer à 14%. Ça, c'est un détail, ça. Oui, de facto. Alors que le taux de rentabilité réel, nous, en tant qu'agent immobilier, quand nous faisons nos estimations, on se dit c'est à 6,5%. Mais ça n'arrange pas beaucoup de personnes, ça n'arrange pas les banquiers. Parce qu'aujourd'hui, si le taux d'intérêt est de 4,5% et qu'on sait que le taux de rentabilité est de 6,5%, ils ne pourront pas payer. Ils ne pourront pas faire des prêts. Parce qu'ils vont gagner que 1,5%. Sur les 1,5%, comment indexer tout ça? Donc, il y a tout ce problème. Ça n'arrange pas l'État aussi. Parce que si le taux est de 6,5%, les impôts directs, simplement, on est à 33 et quelques pourcents. Si tu prends l'ATOM, la TVA, au cas de trucs, sans compter les impôts indirects avec l'impôt sur le revenu locatif. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on doit revoir. Donc, moi, je pense qu'il faut penser de manière globale. C'est bien beau, on se met aujourd'hui sur table, on va faire des lois, on va faire ceci, on va faire cela. Mais une chose que depuis 1960, ça fait plus de 60 ans, on essaie, et ça ne produit aucun effet. Je pense que la meilleure des choses, c'est de voir comment revenir à l'orthodoxie, comme M. Seck avait dit, comment l'État puisse impacter positivement en mettant en place des solutions structurelles. Très bien. Moi, je ne crois pas à tout ce qui est loi. Des solutions structurelles. Très bien. Des solutions structurelles, c'est très pertinent, je pense. Et je pense que c'est la voie du salut. C'est à ce moment-là qu'on pourra effectivement commencer à avoir une baisse au niveau du loyer. Alors, Président, vous avez entendu notre cher président
Diédhiou, donc ils disent qu'il n'y a pas d'effet, justement, quelle que soit la législation, il n'y a pas d'effet parce qu'il y a des cas partout dans le monde où effectivement il n'y a pas eu véritablement de résultats en ce sens-là. Donc aujourd'hui, en tant que président de la CONAVEC, qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça? Parce qu'en fait, il n'a pas répondu à une question qu'il a posée, et c'est la question fondamentale. Il dit que ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Il n'a pas répondu à cette question. Il a. Donc il y reviendra, oui. Oui, s'il peut y répondre, ça me permet moi de relancer. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quoi? Les augmentations du prix du loyer, c'est uniquement de la spéculation. Parce que l'Agence nationale de la statistique, qui a compté le nombre de logements et qui avait dit qu'il y a 381 000 logements à Dakar, dont 196 400 en location, a dit que sur tous ces logements-là, 52,5% sont des logements où le bailleur n'a absolument pas mis un seul copec. Ça lui est revenu comme ça par héritage. Ah, d'accord. 2,5% sont des logements qui sont donnés à des gens, quelqu'un épouse une femme, lui offre un logement. Donc 55% des bailleurs ne peuvent pas parler d'arguments économiques qui expliquent leur augmentation. Parce qu'il est en train de parler de oui, les banques, les taux, les rentabilités, machin, etc. Mais un bien qui est amorti depuis longtemps, que le bailleur lui-même a acquis par legs et don de quelqu'un qui lui a donné. 55% des bailleurs. Comment cette personne peut donner une explication de 300% d'augmentation? Bon, d'abord, c'est la première fois que j'entends ça. Hein. Il dit que depuis 2014 et maintenant, l'augmentation, ça fait plus de 300%. 256% de 2014 à maintenant. Donc, c'est ce qu'il a dit. Hein. Moi, j'ai pas... Il a précisé 256%. Oui, 256%. C'est pas de 2014 à maintenant. Si on compte de 2001 à 2010, à 2014, au minimum, les loyers ont doublé. Non, attendez, il ne faut pas parler de minimum. Au minimum, les loyers ont doublé. Non, attendez. Je pense qu'il faut être précis. Pourquoi Abdoulaye Wade a fait la loi du gel des loyers en 2009? Le gel des loyers? Oui. Il n'y avait pas de gel des loyers en 2009. Ah, il y a 2014. C'est nous qui avions demandé qu'on gèle les loyers en attendant qu'on termine Quand on mettait la commission en place, voilà. il a fait une loi de gel des loyers triennale sur 3 ans, en 2009. Ça, oui. On peut revenir dessus, mais continuez votre... Bon, je pense qu'il faut qu'on soit précis dans ce Il n'y a pas de souci. On va sur les chiffres. Vous avez un observatoire. Effectivement. La variation des prix de 2014 à maintenant, ce n'est pas 256%. Alors, c'était, pour repréciser, hein, donc c'était un rapport hein, qui a été produit par le journal Le Monde, précisément, qui disait que de 1994 à 2014, les prix ont augmenté de 256%. Le journal Le Monde m'a interviewé, moi, voilà. Et c'est là où ils ont pris le montant. Mais ce montant-là, c'est à la date de l'étude qui avait été faite par... c'est ce qu'on appelle le SMILD de l'Agence de la statistique. Donc c'est ce qui a été à la base et c'est dont j'ai parlé en introduction. Ça, c'est une étude de l'ANSD. Mais ce n'est pas de 2014 à maintenant. C'est sur la base de ce rapport que moi j'ai dit au président, il faut qu'on baisse. Sur la base d'un rapport de l'ANSD qui a parlé de 256,06 et de 44,4% pour les coûts des matériaux. De matériaux, coûts de loyer de l'argent, tout ça là. Mais depuis qu'on a baissé en 2014 jusqu'à maintenant, les variations, moi, ce n'est pas 256%. Vous avez fait une étude là-dessus, les variations tournaient autour de 48%. Je pense, si je ne me trompe, sur les derniers éléments que j'avais vus que les observatoires avaient publiés. Donc, je pense qu'il faut être précis sur les chiffres. Maintenant, les solutions au loyer doivent être structurelles. On est tous d'accord. Quand il y a eu, comme il a dit, beaucoup d'offres de logements, mais les prix ont baissé. Mais ça, c'est sur le temps. Les offres de logement que la SICA pouvait faire, les HLM, les hameaux et autres, on n'était pas aussi nombreux à l'époque. Donc,
l'offre était tellement importante que les prix avaient reculé. Mais aujourd'hui, la demande, elle est tellement forte qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, donc réguler en offrant plus de logements immédiatement. Puisqu'on ne peut pas le faire immédiatement, il faut des mesures qui permettent de pouvoir arriver à ça plus tard. Le projet des 100 000 logements. Non, c'est quand on dit il faut réguler le loyer en faisant application des textes qui existaient déjà. Très bien. Et ces textes-là disent que vous devez faire la surface corrigée. Ce n'est pas une méthode dépassée, non. Parce que la surface corrigée prend en compte l'ensemble des investissements du bailleur, prend en compte le coût du logement, l'architecture, c'est-à-dire que deux chambres qui sont dans une même maison n'ont même pas les mêmes prix, même si elles ont les mêmes surfaces, tout simplement parce que l'une est plus aérée que l'autre, tout simplement parce que l'une est plus éclairée que l'autre, tout simplement parce que l'une, quand vous ouvrez, vous avez un beau panorama. Donc, ça prend en compte les intérêts des bailleurs, mais tout en prenant en compte les intérêts des locataires. Mais si vous faites la surface corrigée, vous n'aurez pas cette augmentation de prix parce que le système de calcul vous permet de gagner et de vous en sortir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez rentabiliser un investissement qui est rentable sur 20 ans. Vous allez à la banque, vous faites un prêt de 5 ans ou de 10 ans et vous voulez rembourser, rentabiliser sur 10 ans ce que vous devez rentabiliser sur 20 ans. Mais c'est ça le problème. Parce que ça, c'est pour les 45%. Parce que je vous ai dit, 55%, ils n'ont rien payé. Ils sont là à Togmudor. Maintenant, les 45%, c'est eux qui sont allés faire des prêts. Mais quand vous faites un prêt et que la durée du prêt est inférieure à la période où vous allez vous en sortir, mais si vous voulez que le monsieur paye le prix, mais vous allez augmenter le loyer de manière inconsidérée. C'est ça le problème de fond par rapport à ceux qui disent la banque. Et les banquiers ne sont pas sérieux dans cette affaire. Parce que les banquiers doivent vous dire, attention, vous devez rentabiliser sur 20 ans. Donc, il faut savoir que pendant toute cette période-là, vos gains ne vous permettront pas de vous en sortir. Mais si la banque, lui, elle, ce qui l'intéresse, c'est uniquement de vous faire passer son crédit, mais elle ne vous donne pas le détail. Et si elle ne vous donne pas le détail, ou bien vous lui montrez que oui, vous allez pratiquer tel prix de loyer pour pouvoir rembourser, mais la banque aurait dû vous dire le prix de loyer que vous me proposez, il doit être fait sur la base de dires d'experts. Rapidement, Président, oui. De dires d'experts, parce que l'expert va dire voici le prix maximum que vous pouvez obtenir. Comme ça, la banque saura que votre capacité de remboursement liée au loyer recueilli est de 40%. Les 60%, vous vous débrouillez pour les obtenir. Mais si vous voulez obtenir 100% donc, de cette rentabilisation, vous voyez ce que je veux dire. Quand il dit qu'il n'y a pas d'effet, justement, est-ce qu'au niveau de la CONAREL, vous avez senti effectivement que depuis que les différents textes, les dispositifs juridiques ont été mis sur la table, vous avez senti des résultats? Mais bien entendu. En tant que professionnel, non seulement il y a des résultats, tous ceux qui sont déjà dans des maisons, oui, et pour lesquels on avait fait des baisses de loyer, ont toujours ces loyers baissés. C'est quand vous sortez que vous avez le problème. Quelles sont les études statistiques qu'ils ont eu à faire, les études de marché après la loi qu'ils ont eu à faire, qui nous dit aujourd'hui sur probablement la CONAREL est là depuis pratiquement 2 ans. Non, pas 2 ans. De 2023. Oui. Elle est là, la CONAREL. Aujourd'hui, qui nous dit qu'est-ce que la CONAREL a produit. Très bien. Non, est-ce que je peux... Il va répondre à ça. Oui. Oui, allez-y. Bon, je pense que je voudrais qu'on fasse un débat intéressant. Moi, je l'ai écouté. Hein. Non, mais c'est-à-dire que s'il me coupe et que je le coupe, après le débat ne sera pas bon. C'est juste la passion, mais je pense qu'on se comprend tous. On veut juste en fait un débat constructif. Voilà, parce qu'en fait, l'idée c'est que... Rapidement, par rapport aux effets, vous dites qu'en fait, il y a eu des effets positifs. Pour tous ceux qui ne sont pas sortis, tous ceux qui ne sont pas sortis, qui sont dans les maisons, leur prix n'a pas augmenté. Sauf pour certains qui ont accepté qu'on augmente. Vous savez, la principale difficulté sur l'inapplication des textes relatifs au loyer, c'est quoi? C'est la pauvreté. L'agence de la statistique a dit que plus de 61,2% des gens qui sont en location, 65,2%, de temps en temps ont des problèmes pour payer. Mais si vous changez de local, mais vous venez quelque part, on vous propose des prix plus élevés. Mais comme vous êtes dans une situation difficile, vous acceptez tout.
Les textes disent que vous pouvez rester dans un local et vous réveiller un jour dire je pense que ce qu'ils me louent est trop cher. Et si vous saisissez le juge, ils vont recalculer le loyer, mais personne ne le fait. Pourquoi? Quand nous avons obtenu la baisse de 29%, par exemple, en 2014, il y a certains qui ont dit à leur bailleur, diminuez seulement de 5 000, alors qu'ils avaient droit à 29 000. Donc vous comprenez que le fait de ne pas respecter ces engagements en tant que locataire pousse les gens à ne pas réclamer le respect de leurs droits. Alors, merci beaucoup, Président, merci beaucoup, Abdoul. Alors, Doyen Sen, on a entendu les développements de Abdoul Diédhiou, président de la FACIS, et le président de la CONAREL, président Mamadou. Donc, ils ont des avis divergents justement sur l'effet des nouvelles dispositions juridiques, en tout cas pour la baisse du loyer. Donc, pour les professionnels de la gestion immobilière, ils disent qu'il n'y a pas d'effet. Donc, c'est ce que Abdoul nous a dit, effectivement. Il a avancé également des arguments en ce sens-là. Donc, le président nous dit qu'il y a effectivement des effets positifs. Vous, en tant que locataire, donc, quelle appréciation faites-vous justement de cette baisse du loyer-là? A-t-elle vraiment baissé jusqu'à ce que les locataires le ressentent? Si, pour la première baisse, oui. Même pour la deuxième. D'accord. Même pour la deuxième, il y a tout au début, comme déjà l'État avait pris au dépourvu pas mal de bailleurs, c'est après qu'ils se sont ressaisis pour voir comment contourner cette loi. Mais quand même, tout au début, on a eu satisfaction parce que nous avons eu à encadrer, à conseiller pas mal de bailleurs, pas mal de locataires. Seulement, je veux préciser quelque chose. Nous sommes association pour la défense des locataires du Sénégal, mais nous ne défendons pas un mauvais payeur. Nous défendons les gens qui ont déjà payé leur premier reçu et leur dernier reçu. C'est quand ils ont des problèmes avec leurs bailleurs que nous intervenons. Nous avons un cabinet avocat qui nous encadre. Donc on ne protège pas un mauvais payeur. Ce qu'on appelle le voltigeur. Voilà. Donc ça, il faut que ça soit clair. Parce que souvent les gens entendent association pour la défense des locataires, alors n'importe qui peut venir et nous interpeller sur des cas où nous ne pouvons pas intervenir. Mais nous leur disons toujours, nous ne défendons que ceux qui sont en règle vis-à-vis de leurs bailleurs. Ça, il faut que ça soit clair. Bon, nous avons eu vraiment satisfaction pour la première et même la deuxième baisse. Mais c'est-à-dire c'est à mi-parcours que les bailleurs se sont ressaisis, avec peut-être la complicité, comme je l'ai dit tantôt, avec les démarcheurs, les courtiers, et certaines agences immobilières. Ça, on ne peut pas les éliminer du système. Parce que souvent, c'est des conseillers de bailleurs même. Moi, on a eu des cas où les agences immobilières ont eu des problèmes avec certains locataires. Il y a tellement de dossiers que nous avons transférés vers CONAREL. Malheureusement, CONAREL, ils n'ont pas les moyens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vous appellent, ils essaient de réconcilier. Dans le cas contraire, ils transfèrent les dossiers au niveau des tribunaux. Alors, vous savez ce que c'est que les tribunaux au Sénégal? Ça peut moisir là-bas 50 ans. Alors, donc, entre-temps, mais sinon, je crois que la loi, vraiment, c'était venu à son heure. L'État a voulu même pallier à ce problème pour parler des 100 000 logements. Alors, les 100 000 logements, il faut aussi que ça soit clair. Les 30% des 100 logements sont destinés aux Sénégalais de la diaspora. Donc, 70% seulement pour les Sénégalais. Qui sont ces Sénégalais? Mais il fallait privilégier les coopératives d'habitat. C'est ça. Mais par la manière dont ils veulent régler ce problème-là, ils ont demandé aux gens, aux coopératives de s'inscrire au niveau de la plateforme. Mais la plateforme n'a donné aucune maison à personne. Jusqu'à maintenant, on ne peut pas te citer quelqu'un qui a eu un logement à travers ça. Je ne sais pas par quelle manière non, c'est difficile. Ce problème-là, c'est un problème très sérieux. Il faut le toilettage des textes. Il faut que le Sénégal ait le courage de revenir sur les textes. Parce que pour les mettre à jour parce que tout au début, il y avait des systèmes pour
les vélomètres pour mesurer certaines superficies. Il y avait les vélomètres, il y avait les géomètres, il y avait les photos aériennes, interprétation photo aérienne. Mais maintenant, ça s'est dépassé. Il y a les drones. Il y a beaucoup de façons de pouvoir calculer de technologies de pointe qui permettent aujourd'hui d'évaluer l'assiette foncière. Hein? Je pense que vraiment là, je rejoins le camarade Ndao sur certains points. Très bien. Merci beaucoup, doyen, pour ces éclairages. Alors, je reviens vers vous, Président, surtout sur les résultats enregistrés par la CONAREL depuis sa création. Donc, alors, Abdoul, tu as été interpellé tout à l'heure par rapport à plusieurs points. Donc, est-ce que tu as des points sur lesquels c'est lui qui avait la parole quand on coupait, donc c'est nous qui devions réagir. Non, mais il était en train de développer quelque chose d'intéressant. Est-ce que tu souhaiterais rebondir sur ça avant qu'on passe sur un autre point? Sur quel point qui m'avait interpellé par rapport C'était par rapport aux chiffres déjà. Par rapport aux chiffres. Par rapport aux chiffres déjà. Les différents rapports que vous avez eu à déposer durant le régime précédent. Ok. Donc nous aujourd'hui en tant que la FACIS, nous regroupons plus de 350 agences immobilières et courtiers immobiliers du Sénégal. On a eu à collaborer avec plusieurs personnes, même avec AML aujourd'hui. Vous savez que les remontées d'informations viennent chez vous. Nous, on a une base interne au niveau de la FACIS. On sait combien de biens ont été loués, combien de biens sont sur le marché, quelles sont les tendances des marchés au fur et à mesure. C'est sur ça que nous nous basons pour faire nos estimations immobilières. Parce qu'un agent immobilier, déjà, c'est une base de données. On voit par rapport à nous ce qu'il y en est. Donc, nous, sur le cours du prix du marché, on peut savoir exactement, et on connaît bien les évolutions. Je peux vous dire aujourd'hui quel est le prix d'un appartement de 2 chambres salon à Sacré-Cœur en 2003 quand j'ai commencé et aujourd'hui. Les appartements à Sacré-Cœur en 2003, 2 chambres salon coûtaient 80 000. Aujourd'hui, un appartement neuf à Sacré-Cœur, il nous coûte combien? Au minimum, c'est 400 000. Au minimum, au bas mot. De 80 000 à 400 000. Vous n'avez pas vu l'écart? Ça, c'est pas 100%. Hein? Aujourd'hui, un appartement aux Almadies, à mes tout débuts aux Almadies, dans les années 2004, et même quand Ablaye Wade a fixé les plafonds des prix par catégorie, en 2001, c'était pour le luxe, on parlait de 500 000, à partir de 500 000. Le loyer social, les petits appartements, c'était de 0 à 150 000. Le loyer intermédiaire était de 150 000 à 500 000. Aujourd'hui, aux Almadies, on ne peut pas trouver un appartement de 500 000. C'est pas possible. Un appartement F3 à 500 000, il est introuvable aux Almadies. Le minimum, ça varie entre 1 million à 4 500 000. Quand même. Oui, on a des penthouses maintenant qui sont à 4 500 000. 4 500 000. Donc aujourd'hui, si moi, en tant qu'acteur immobilier, je suis tous les jours en transaction, je pourrais vous dire à combien coûte le loyer. D'accord. Et l'un des facteurs aussi qui joue par rapport au loyer, on a aussi le prix de la valeur vénale. Oui. Comment est-ce qu'un prix de la valeur vénale peut être évolutif et que le loyer ne suit pas? C'est pas... Je redis encore à mon doyen, M. Ndao, qu'aujourd'hui, aux Almadies, le prix du mètre carré se négocie entre 1 500 000 à 2 millions de mètres carrés. Sur Keur Gorgui, ici, là où au temps d'Ablaye Wade, quand il arrive à la station, bon, les premiers terrains que j'ai vendus en 2003 et 2004, c'était, on appelle ça cité, alternance. Les terrains, on vendait le mètre carré à 110 120 000. Aujourd'hui, sur Keur Gorgui, le coût du mètre carré minimum est à 1 million. À Cité Keur Gorgui? Oui. On est arrivé à ce niveau-là? On est à 1 million, c'était Keur Gorgui. Sur la VDN, on a 1 million 2, 1 million 3. Mais aujourd'hui, les gens qui achètent ces terrains, qui investissent, le coût de construction est élevé. Oui, les matériaux. Voilà. Donc, moi, c'est pour juste vous dire qu'ils me sortent les chiffres clés d'une étude qui a été réalisée par un cabinet sérieux depuis toutes ces lois pour nous dire aujourd'hui,
voici les effets positifs de toutes ces différentes lois-là. Très bien. Il n'y en a pas. Je vais continuer. Oui. Rapidement, Abdoul, parce qu'on doit aborder d'autres points, oui. Ok, je laisse partir. D'accord. Comme ça, je rebondirai pas. Alors, Président, aujourd'hui, depuis la création de la CONAREL, on sait qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'appels venant des locataires pour pouvoir justement dénoncer peut-être certaines pratiques. Aujourd'hui, quels sont les chiffres qui peuvent être avancés par la CONAREL en termes justement de prise en compte et de prise en charge des différentes réclamations des locataires de 2023 aujourd'hui? Comme je disais, rien que sur Dakar, il y a plus de 200 000 logements, parce que la dernière étude avait fait parler de 196 400 logements en location. D'accord. Et nous avons reçu environ 3 841 plaintes. 3 800 41 plaintes. Pour Dakar uniquement? Non, national. Ces plaintes proviennent soit de locataires ou de bailleurs. Ah, d'accord. Ah oui, le bailleur dit, oui, mon locataire, lui, il dit qu'il va payer après avoir consommé, alors que la loi dit que ceux qui peuvent payer après avoir consommé, c'est ceux qui sont entrés après le 1er mars. Donc le locataire peut dire non, c'est maintenant tout le monde, c'est la nouvelle loi, etc. Donc il y a eu des incompréhensions comme ça. Ou bien le locataire dit, le bailleur veut me servir un congé qui ne tient à rien du tout, etc. Donc c'est ce type de réclamation que nous recevons. Mais le nombre de réclamations est vraiment drastiquement baissé. Depuis 2023? Oui, parce qu'à partir du 1er mars, le premier mois, on était à 900 et quelques, le deuxième mois, on est monté à 1400 et quelques, etc. Et après, c'est redescendu. Donc actuellement, on reçoit moins de 100 plaintes par mois. Est-ce que ça justifie peut-être que les effets positifs, c'est ça? Exactement. Parce qu'en fait, puisque les gens savent qu'ils peuvent réclamer, s'ils ont des différends, ils savent, c'est un numéro gratuit, les gens appellent, les autres appellent directement la SCOSEN ou la SPRS. Donc, donc, en fait, il y a réellement des baisses, comme l'a dit le doyen tout à l'heure. Maintenant, il y a des contournements que nous avons observés. Il y a beaucoup de congés qui sont servis. Actuellement, c'est la mode des congés. En 2014, c'était la mode de dire nous avons fait une surface corrigée. Et en général, ils sortaient des surfaces corrigées factices qui ne correspondaient absolument à rien du tout. Et donc, si on fait une surface corrigée factice qui ne correspond à rien du tout, on peut se retrouver avec des montants élevés. Mais si on fait la surface corrigée sur la base des décrets donc de 2014, 143 et 144, on a un prix raisonnable et c'est le prix officiel qu'il ne faut pas dépasser. Je ne suis pas d'accord quand il dit que quand on fait une surface corrigée, vous vous retrouvez avec une augmentation exponentielle. Non, au contraire. Les prix qui sont donnés aujourd'hui sur le marché sont supérieurs au prix des surfaces corrigées. Et c'est ça que dit l'enquête. Parce qu'en fait, si c'était le prix des surfaces corrigées, on n'aurait jamais demandé à baisser les prix. La surface corrigée prend en compte l'ensemble des investissements faits par le bailleur. Donc, c'est un moyen objectif de fixer le prix du loyer. Maintenant, on vous dit, vous pouvez louer à 100 000, mais vous ne pouvez pas dépasser 100 000. Vous pouvez louer à 50 000 si vous voulez. Mais dans tous les cas, le prix qui est donné après surface corrigée, c'est le maximum à ne pas dépasser. Je pense que ça, c'est extrêmement important. L'autre élément important, c'est que... Pouvez-vous également revenir sur les CONAREL régionales aussi? Alors, tout à l'heure, le doyen a dit quelque chose d'extrêmement important. Il a dit, malheureusement, la CONAREL n'a pas les moyens. Effectivement, nous n'avons pas encore de budget. Ah oui? Ah oui, on court derrière notre budget. Depuis 2023, Président? On est resté 10 mois sans salaire. Vous comprenez? C'est parce qu'on y croit et qu'on connaît l'administration. C'est pourquoi on a réussi à faire travailler des gens. Il y a peut-être 2-3 mois, c'est à ce moment-là qu'on a eu un local, etc., etc., etc. C'est ça. En fait, la baisse du loyer, il n'y a que le président qui est d'accord. Je ne sais pas si vous comprenez la situation. Et les locataires, bien sûr. Donc, il y a d'autres personnes qui ne sont pas d'accord. Qui ça? Exactement. Non, quand je vous dis, si je vous dis que c'est le président seul qui est d'accord, ça veut dire que le gouvernement n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce que c'est des bailleurs. Ah, ça se précise. Non, ça dit, je vais vous expliquer une chose. Vous venez dans un pays, vous dites que vous allez baisser le prix du loyer. Or, les bailleurs, dans tous les pays du monde, ce sont les personnes les plus puissantes du pays qui sont les bailleurs.
Je ne sais pas si vous comprenez. Nous, ce qu'on a là, c'est un combat de titans. Parce qu'on dit aux plus puissants d'un pays, on va diminuer vos revenus. Vous gagnez trop. C'est un combat très, très difficile. Et c'est explique tout ça. Et ils sont en face de qui? Des gens qui n'ont pas les moyens. Et qui n'osent même pas les dénoncer. Ou qui n'osent même pas leur faire appliquer la réglementation, qui est pourtant à leur faveur. Mais tous les problèmes que nous avons, c'est que parce que, par exemple, aujourd'hui, il vous est permis de rester dans une maison pendant 10 ans, je vous réveille de dire, mais le bailleur là, il me loue trop cher. Vous allez voir le juge, il commet un expert, l'expert dit que c'est 100 000 au lieu de 150 000. Il va vous rembourser les 50 000 qu'il vous a pris depuis 5 ans. Et il risque 2 à 6 mois de prison. Ça, c'est les textes. Qui est-ce que vous avez vu un seul locataire amener son bailleur au truc? La loi dit que vous ne pouvez pas louer un seul bien à usage d'habitation sans avoir donné la copie de la surface corrigée, c'est-à-dire du décompte, au moment de la signature du contrat. Si vous le faites, vous êtes en infraction. Tous les bailleurs sont en infraction. Il y a 0, il y a 0, il y a 0, qui font ça. Vous comprenez? Certes, vous ne pouvez pas fixer le prix du loyer en dehors de la surface corrigée. C'est les textes. Et c'est la loi. Les gens, quand ils font même de la surface corrigée, ils ne vous donnent même pas la copie à l'entrée. Quand ils font la surface corrigée, parfois ils prennent des experts qui ne respectent même pas les dispositions pertinentes des textes pour faire le calcul de la surface corrigée. Le calcul est encadré. Le décret 77 527 dit que voilà X%, Y%. Les taux, c'est ça, ça, ça et ça. Vous voyez un expert qui fait une surface corrigée soi-disant, et pour déduire le prix du loyer, il dit oui, par comparaison. Ça n'existe dans aucun texte. La méthode comparative. Oui, il dit oui, par comparaison aux observations du truc. Ou bien on est pays organisé. Il y a des textes, il y a des lois, que les gens respectent la loi. Si les gens respectent la loi, les prix du loyer ne seront pas à ce niveau-là. Et les intérêts des bailleurs seront pris en compte. C'est ça le combat. Parce que l'idée, ce n'est pas de tuer les bailleurs. Parce que si on tue les bailleurs, il n'y aura plus d'offres. Mais est-ce qu'il n'y a pas un double jeu, Président? Parce que quand vous dites qu'il y a certains membres de l'administration qui sont des bailleurs... Mais je vous explique. Il y a des juges qui sont des bailleurs. Non, attendez, il faut comprendre. Il y a des juges qui sont des bailleurs. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des cités, on donne aux juges des machins, comment on appelle ça, des terrains. Donc il y a des juges qui sont des bailleurs. Il y a des avocats qui sont des bailleurs. Il y a des ministres qui sont des bailleurs. Il y a des agents de l'administration qui doivent décider qui sont des bailleurs. Des notaires. Des notaires qui sont des bailleurs. Ça veut dire que le locataire, lui, il est à la merci de tout ça. Pour la petite histoire. Une désorganisation qui ne dit pas son nom ici. Mais je vous ai dit, dans tous les pays du monde, les plus puissants sont les bailleurs. Et nous, on leur a dit, ayez un peu de pitié. C'est normal que vous gagnez de l'argent. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas. Alors que les prix que vous avez fixés sont au-delà des prix maximaux que vous devez respecter. Voilà la problématique. C'est aussi simple que ça. Maintenant, ils veulent continuer de gagner à ces niveaux de prix, tout simplement parce qu'il y a des agents immobiliers et aussi des agences immobilières, des courtiers. Quand la personne arrive, ils vous disent vous pouvez avoir 200 000 sur cet appartement. Au lieu de leur dire faites une surface corrigée, parce que c'est ça les textes. Quand ils vous disent vous pouvez avoir 200 000, ils sont en train de vous faire une infraction. Mais les agences qui sont structurées font ça, Président. Oui, non. S'il vous plaît, demandez à monsieur Ndao, est-ce qu'il y a une agence de la FACIS depuis qu'il est avec ASCOSEN ou bien ADSL qui a indexé une agence qui fait partie de la FACIS par rapport à ce qu'il dit? Non, attendez. À la baisse des loyers. Très bien. Sur la loi sur les loyers, la baisse aujourd'hui de la commission d'agence de 50% a été proposée par la FACIS. Attendez. Très bien. On va revenir vers vous. Attendez, ce n'est pas un débat personnel. Je suis en train de parler de l'écosystème. Je suis en train de parler de l'écosystème. Vous parlez d'agence immobilière, vous me touchez directement. Non, quand je parle de... Attendez. Et ce que nous avons fait aujourd'hui pour que le loyer puisse être abordable, on fait ce qu'on a fait. Aujourd'hui, la loi cette loi sur l'accès au métier des immobiliers, c'est nous qui l'avons étudiée et on l'a défendue, on l'a débattue. Aujourd'hui, si à la CONAREN, aujourd'hui, c'est grâce à
au combat de la fascisme. Je dis, on était reçu à Diamniadio avec Madame la ministre. Lui, il voulait mettre en place un observatoire. Et moi, j'ai défendu un point avec un document clé que j'ai remis à la ministre pour dire qu'on n'a pas besoin d'observatoire, on a besoin d'agences de promotion et de régulation du loyer. C'est de là qu'est née la CONAREL. Avec l'appui de M. Sarro, on a défendu qu'on n'a pas besoin d'observatoire pour voir le loyer. Donc, ne dites pas qu'aujourd'hui que les agents immobiliers n'ont pas de truc. Aujourd'hui, moi, ce que je vais dire, tous les lois qui ont été initiées, ces lois-là n'ont pas donné d'effet. Il faut des solutions structurelles. Non, moi je pense, attendez, je pense qu'on n'est pas dans un débat politique. Il y a une situation, non, attendez, s'il ne m'écoute pas, moi je ne vais pas continuer à débattre comme ça. Non, je pense que le minimum de respect, moi je ne partage pas ce qu'il dit, je l'écoute. Allez-y. Parce que nous sommes en train de parler d'une chose qui préoccupe les Sénégalais. Nous ne sommes pas là pour faire un débat simulacre politique là. Non, moi je parle technique. Oui, s'il veut qu'on parle, qu'on continue de parler. Vous pouvez repréciser votre pensée par rapport à la surface corrigée. J'explique. Oui. Il y a, j'ai dit, si les agences, j'ai dit que si une agence dit au bailleur, vous pouvez avoir 200 000, cette agence est en train d'entraîner le bailleur à être en infraction. Est-ce que dans ma parole, vous avez entendu fascisme? Non. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Si eux, ils font bien le travail, c'est bien. Non, attendez, oui. Ce n'est pas les agences structurées. Mais il y a même des agences structurées qui le font. Peut-être que eux, leurs agences ne le font pas. Oui, ils ne le font pas, c'est ce qu'il a dit. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que leurs agences font ça. Je suis en train de vous expliquer qu'est-ce qui explique les complications. Le bailleur, il arrive. Il entre dans un système commercial qu'il ne maîtrise pas. Il a construit sa maison, il faut que ça marche. Ça, c'est du commerce. Il vient demander avis à l'agence immobilière. L'agence immobilière doit connaître tous les textes et lui faire appliquer les textes. Pas lui dire, vous pouvez avoir ça, parce que selon le marché, les prix pratiqués, c'est ça. Mais lui dire, les prix pratiqués, c'est ça, mais voici ce que dit la loi. Parce que l'agence immobilière, si vous avez remarqué, je vous ai dit qu'il y a un texte sur les agences immobilières qui disait qu'il y avait même des conditions de diplôme. Vous devez avoir au minimum... Voilà. Pourquoi? Parce que les textes sur le loyer sont suffisamment compliqués et l'agence immobilière doit être en mesure de les comprendre et d'aider le bailleur à les respecter. Je n'ai pas dit la fascisme. Je suis en train de parler, on est en train de trouver une solution en disant quels sont les problèmes qui se posent. Mais ce n'est pas destiné à fascisme. Autre élément important. Il faut que l'on plie la main ou qu'on l'attende. Lui, il dit, les politiques des tentatives de fixer les prix par la réglementation, ça n'a pas marché. Il dit, depuis qu'on a fait ça, les prix ont augmenté. Je suis d'accord avec lui, les prix ont augmenté. Mais les prix ont augmenté sans même qu'il n'y ait aucune tentative de texte. Quand les prix ont augmenté de 256%, il n'y avait aucun texte. C'est sur la base de cette augmentation que nous avons proposé qu'on régule. Donc avant même qu'on régule, les prix avaient déjà augmenté. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre en disant oui, c'est structurel. Et on va construire 100 000 logements. On va faire ça, on va faire ça. En attendant, les locataires qui sont dans les maisons vont se trouver dans une situation extrêmement inacceptable. C'est la raison pour laquelle, puisqu'il y a des textes qui disent voici les prix du loyer, appliquons ces textes-là. Si on les applique, les bailleurs ne perdront pas d'argent, mais les locataires aussi vont payer des prix normaux. C'est aussi simple que ça. En attendant, les solutions qui avaient eu lieu ici et dont on a parlé le doyen, c'est-à-dire l'État construisait des maisons qui sont destinées uniquement à la location, qui ne sont pas à vendre. L'État construisait aussi des maisons qui sont destinées à la location-vente, etc., etc. Mais tout ça, c'est sur le long terme. Mais en attendant, il faut qu'il y ait des décisions qui sont prises pour pouvoir soulager les populations. On va faire juste un dernier tour de table. Merci beaucoup pour vos interventions. Alors, venons-en justement aux perspectives. Aujourd'hui, avec la CONAREL, c'est vrai que c'est une entité qui fonctionne depuis 2023. Ça fait 1 an. Vous dites qu'aujourd'hui, il y a un manque effectivement criard de moyens techniques, de moyens technologiques aussi, et également des ressources humaines. Exact. Donc, quelles sont aujourd'hui les propositions que vous mettez sur la table justement pour mener à bien votre mission? Et ensuite, on va terminer par... Alors, pour mettre à bien la commission, hein, donc déjà, nous avons utilisé qu'une partie de nos prérogatives, c'est-à-dire de traiter les réclamations. Mais nous devons réviser les textes,
2010-439, les décrets 143, les décrets 144, etc. Tous les textes, même sur quelle méthode de calcul de prix du loyer on va adopter, tout ça, c'est à la CONAREL de le faire. Sans compter que nous devons pouvoir avoir des agents qui descendent au niveau du terrain pour voir effectivement ce qui est en train de se faire. Les conditions même d'habitat, vous voyez des maisons où une personne normale ne doit pas habiter, qui sont en mise en location et qui ne respectent même pas les conditions de salubrité minimale, et tout simplement parce qu'il y a un bailleur qui veut gagner de l'argent dessus. Alors donc, tout ça, c'est le travail. L'observation, c'est aussi la mise en place d'outils qui permettent de pouvoir surveiller l'évolution objective des prix, objective, que ce soit bien calculé, bien mesuré, etc. Nous n'avons pas encore les moyens de le faire. Et c'est ça qui fait que nous faisons déjà le travail de traitement des différents, mais sur tous les autres travaux que nous devons faire, parce que nous n'avons pas encore de budget pour payer les services d'experts ou des choses comme ça pour pouvoir les faire, c'est pour ça qu'on ne les a pas encore réalisés. L'installation au niveau des régions a commencé, mais même les équipements nécessaires pour permettre à ces commissions régionales de fonctionner, nous ne les avons pas encore. Donc nous sommes en train de courir derrière les budgets pour pouvoir pleinement faire le travail donc, de la commission dans laquelle sont associés les bailleurs, les locataires, les huissiers, les juges, etc., pour améliorer le microcosme de la location et permettre à tout le monde de s'en tirer, les bailleurs que les locataires. Merci beaucoup, Président. Le Président, je rappelle, le Président Mamandao est le Président de la Commission nationale de régulation du loyer des baux à usage d'habitation. Alors, Abdou Diédhiou, quelles sont aujourd'hui les différentes perspectives par rapport justement à cette régulation du loyer? Aujourd'hui, on a effectivement une structure qui est dédiée à cela. D'ici 5 à 10 ans, comment tu vois justement le développement justement de ce sujet économique-là? Est-ce que les moyens que nous avons aujourd'hui et les textes que nous avons nous permettent véritablement de maîtriser ce marché, ou bien tu as d'autres propositions en ce sens? Aujourd'hui, pour vous dire déjà, comme j'ai dit, il ne faut pas des solutions d'appoint. On a besoin de solutions structurelles. Monsieur Sen l'a bien dit, on a senti le début des baisses de loyers, mais après quelques temps, c'est revenu à la normale ou encore plus pire. Parce que c'est que des solutions d'appoint, des solutions politiques. Et si vous remarquez bien, toutes les créations des soi-disant commissions ont été faites à la veille des élections. Ah oui. C'est du politique. Moi, je dis ce qu'il faut faire. Il faut faire comme ce qui marche au Canada. J'ai dit, ce qu'il faut faire. Il faut le faire normalement, comme ce qui marche dans d'autres pays. Au Canada, ça marche très bien. Ici, en Algérie, à 2 pas, c'est l'un des pays aujourd'hui, là où on voit qu'il y a l'une des meilleures politiques de loyer en Afrique. C'est que l'État doit pour la première fois mettre en place une politique de loyer social. Le loyer social. Là où il doit faire des partenariats PPE avec des entités pour qu'elles puissent investir dans le loyer social pour impacter le marché. Là où il doit faire des lois incitatives aux bailleurs même qui sont là pour qu'ils puissent eux aussi consacrer au moins 10% ou 20% de leur patrimoine à du loyer social qui va impacter sur le marché. Et aussi les réglementations qui disent, je vais faire une parenthèse, parce que je voulais prendre je vais faire une parenthèse. Par rapport aux réglementations qui disent, même la manière dont on applique la baisse des loyers, vous savez que dans tout segment immobilier, quand on doit faire une baisse, on ne fait jamais une baisse sur le segment social. On fait toujours la baisse sur le segment des propriétés de luxe. On a des questions tous les propriétaires, lui, c'est des propriétaires qui ont ceci. Cette loi-là, elle a toujours pour protéger les propriétaires de luxe. Parce qu'aujourd'hui, c'est le loyer de 1,5 million qui va drainer le loyer de 500 000, qui va drainer le loyer de 200 000. Si le loyer de 1,5 million est passé à la baisse, tous les autres loyers aussi vont suivre la chronologie. En tant qu'analyste immobilier, vous savez très bien. Tout à fait. Tant que les loyers de haute facture continuent à monter, c'était mieux aujourd'hui pour ceux qui s'enrichissent. Les juges qu'on dit, les gars de tout qu'on dit,
Ce sont eux qui louent des appartements à 1 million, 2 millions, 500 000. Si on ne les tape pas, c'est qu'on on les protège. Moi, j'aurais dû aujourd'hui, on sait que le loyer au niveau des Amadis est à 1 million 500 000. On diminue de 30% pour que les gens ne puissent plus spéculer pour drainer la marge spéculative. Mais quand vous prenez aujourd'hui un petit propriétaire qui a économisé, qui a travaillé pendant 30 ans pour se construire une petite maison où il va louer à 150 000, et ce 150 000, c'est ce qu'on appelle des retraites complémentaires, et vous lui dites baisser de 29%, c'est compliqué, oui. baisser de 15%, vous êtes en train de détruire les petits propriétaires qui sont même dans du social. C'est difficile. Donc, il faut qu'on réfléchisse. C'est pour ça que cette loi-là, elle ne va jamais marcher. Donc, à part l'impact du bail social qu'on doit faire, aujourd'hui, nous, on a proposé qu'on mette en place un fonds du développement du loyer social. Un fonds du développement du loyer social. Oui, nous sommes agence immobilière. On détient parmi nous des cautions, on a des transactions, on a ceci qu'on en fait. On a beaucoup d'entreprises qui sont dans l'immobilier. Mais pourquoi ne pas aujourd'hui mettre en place ce fonds-là qui sera mis en place, qui va permettre aujourd'hui de financer tous les logements. Tant que la demande est supérieure à l'offre, où il n'y a pas une offre intermédiaire, les prix ne pourront pas être régulés. Michel Ndao n'a qu'à mettre 30 000 agents sur le marché pour dire ils vont aller prendre, ils vont vérifier, ils vont revoir. Aucune contrition ou sanction va empêcher les gens de pouvoir spéculer sur le marché. On a vu avec les lois déjà, avec les positions politiques qui ont été prises par le président Bassirou Diomaye Faye sur le littoral. Oui. Oui. Mais qu'est-ce que vous avez remarqué, vous, lors de votre dernière expertise? Que ça va baisser. On a vu une baisse de 10%. De 10%, oui. 10,1%. Oui. C'est de la volonté politique. Parce que le seul fait de dire on va auditer, le seul fait de dire on va gelé les transactions, automatiquement le marché a réagi. Donc il faut faire réagir le marché. Et cette baisse-là, elle va continuer. Au fur et à mesure qu'on commence à mettre les politiques de ce genre, vous allez voir que cette baisse-là, elle va continuer. Et quand le marché réagit aujourd'hui, quand le locataire arrive sur l'offre, les appartements de 350 000, il les voit à 315 000. Demain, c'est les appartements de 300 000 qui va arriver à 250 000. Tout à fait. Automatiquement, ça régule le marché tout seul. Ce n'est pas aujourd'hui pour dire à quelqu'un, on va t'enlever 300 000 de ta poche ou 50 000 de ta poche qui va résoudre ce problème-là. Donc, il faut encore beaucoup plus de courage politique. Très bien. Courage politique. Et pour terminer, pour la réglementation, c'est nous qui l'avons demandé. C'est nous qui l'avons aujourd'hui, c'est nous qui avons dit il faut réguler. Parce que n'importe qui sort du lot pour dire je suis agent immobilier, je suis promoteur immobilier, je suis ceci, je suis cela. On dit non, il faut qu'on régule. Parce qu'on a mission de conseil comme il a dit. L'agent immobilier qui ne maîtrise pas les textes, qui ne sait pas qu'on a fait la surface corrigée, qui ne conseille pas bien son bailleur, il va l'inciter dans la spéculation. Parce que lui, il n'est pas dans le métier proprement dit, il est dans l'appât du gain. Les gens tombent dans l'immobilier parce que c'est facile de se faire des commissions, c'est facile de faire des entrées. Tout le monde, même tu vois, il y a tellement de courtiers en cravate, quand tu entends parler, tout le monde sont... Donc, aujourd'hui, tout ça, il faut qu'on régule. Tout le monde ce courtier qui est en cravate, ou bien ce soi-disant agent immobilier, qui aujourd'hui voit un propriétaire venir, il va penser qu'au gain. Mais moi, quand on vient me voir, propriétaire, est-ce que vous avez fait la surface corrigée? Oui. Je vous ordonne, allez voir tel expert, telle personne, et revenez-moi. Quand il revient, on dit, voici les prix de la surface corrigée. Et je lui dis encore, la surface corrigée aujourd'hui, elle donne qu'un barème. On dit, tu peux louer entre temps et temps. Tout à fait. Mais qu'est-ce qui indique le prix médian du bien? Non, la surface corrigée vous dit, voici le prix maximal. Je ne vous donne pas un moyen, il n'y a pas de moyen. Il vous dit le prix maximal du bien. La surface corrigée, c'est une loi, c'est un texte, c'est un décret. Attendez. Non. J'ai tellement étudié la surface corrigée qu'on revient. Et on plie encore la surface corrigée au fond du poids est une loi fiscale. C'est une loi fiscale. À la base. À la base, on se dit la vérité. C'est une loi pour voir comment contraindre les propriétaires à payer les impôts. Donc aujourd'hui, c'est ce soit corrigé qu'on veut nous imposer là. Comme ce que je l'ai dit, les barèmes. On me parle des barèmes de 2010. Oui, les barèmes. Si vous appliquez les barèmes de 2010,
si vous appliquez les paramètres d'indice et vous mettez un taux de rentabilité à 14%, je vous jure que les prix sont supérieurs. Ça, je vous défie. J'en ai discuté avec plusieurs experts, on a fait ça avec plusieurs experts. Aujourd'hui, le taux de rentabilité de 14%, c'est ce taux de rentabilité-là qu'il faut revoir. C'est très élevé. 14% de taux de rentabilité dans la location. C'est très élevé. Attendez. Qui n'a pas changé, c'est depuis Abdou. Qui n'a pas changé. Je ne sais pas si dans le pays, c'est un taux qui est Mais, courant, mais aujourd'hui, nous, on a des investisseurs qui nous demandent des taux de rentabilité de 10% pour des immeubles. On n'arrive pas à trouver. Mais on ne va pas dire que pour la surface corrigée, il faut mettre un taux de rentabilité de 14%. c'est compliqué. Non, attendez. En tant que même analyste, nous, ça nous... Oui. Ça- Demande-lui, est-ce que ce taux de rentabilité-là est dans la surface corrigée? on va pas s'en sortir, président. Sur la Non, question parce de la qu'en fait, il y surface. a beaucoup de confusion dans ce qu'il dit qui ne correspond pas à la réalité. C'est clair et net que Non, attendez. On va revenir dessus, président, si vous me le permettez, dans la partie Wolof, si vous voulez. Alors, doyen, je voulais juste en fait vous donner la parole. Donc, on est juste au terme de cette émission-là. Est-ce que vous pouvez nous donner justement donc, les dernières recommandations de l'ADLS pour un marché régulier, un marché locatif régulier? Voilà. Pour l'ADES, vraiment, nous avons toujours prôné pour ni une augmentation, ni une baisse. Mais, oui, ni une augmentation, ni une baisse, mais une régularisation. Et. Non. Oui. Parce que tout au début, c'est notre politique. Parce que baisse, augmentation, tout ça, ça parle de la même chose. Le bailleur demande à augmenter, le locataire demande à ce qu'on baisse. Mais il faut réguler. Il faut aussi la digitalisation. Quand on digitalise et réguler, je crois que l'État a déjà un secteur où, avec la CONAREL, ça peut régler le problème. Mais il faut que l'État essaie de réguler et de digitaliser ce problème-là. Sinon, on n'en sortira jamais. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, doyen, pour ces éclairages. Alors, je rappelle qu'aujourd'hui, chers téléspectateurs, on avait vraiment un débat passionnant sur la question du loyer, qui est effectivement un sujet économique qui est très dynamique, sur lequel on ne peut jamais justement arriver à terminer en fait ce sujet-là, parce que chaque jour, effectivement, donc, il y a de nouveaux développements. C'est un marché en fait, immobilier qui est dynamique, et la question du loyer justement intéresse plus d'un, donc notamment les pouvoirs publics, les professionnels de la location et effectivement les locataires. Alors, sur ce plateau, on avait reçu, aujourd'hui, on avait le plaisir de recevoir les 3 acteurs clés, notamment M. Momandao, le président Momandao, qui est le président de la Commission nationale de régulation du loyer des baux à usage d'habitation. On avait également la présence effectivement du président de la FACIS, la Fédération des agences et courtiers immobiliers du Sénégal. Et enfin, nous avons un représentant de l'Association pour la défense des locataires du Sénégal, le doyen Alassane Labissène. Merci beaucoup, Président. Votre mot de la fin avant qu'on se quitte. Alors, la principale difficulté... On est en train de côté, Président, si vous voulez. Oui, c'est le mot de la fin. Voilà. La principale difficulté sur la mise en œuvre de la baisse des loyers, c'est la pauvreté. Parce que les locataires sont vraiment laissés pour compte et n'osent pas résister face aux bailleurs. Et donc, cela aussi explique que beaucoup de locataires qui ont le droit avec eux ne vont pas réclamer leurs droits devant le tribunal. Et donc, ça fait partie des difficultés de mise en œuvre des décisions de baisse des loyers. Merci beaucoup, Président, pour ces éclairages. Alors, doyen, votre mot de la fin? Mon dernier mot de la fin, c'est toujours réguler et digitalisation pour régler ce problème-là définitivement. Parce que l'État a une base qui peut vraiment régler ce problème, c'est-à-dire la CONAREL. La CONAREL, quand l'État a créé la CONAREL, c'est juste pour régler ce problème-là et doter de la CONAREL des moyens pour qu'ils puissent faire le travail. Très bien. Merci beaucoup, doyen Sen. Alors, Abdoul Diédou. Oui, pour clôturer cette émission, je remercie tous mes co-débatteurs, surtout M. Momandao, qui toujours, je le suis très souvent, et aussi M. Sen. Pour terminer sur ce débat, je veux juste dire que moi, je suis toujours sur le marché. Pour impacter pour une baisse des loyers, la première des choses, c'est d'interagir de manière positive
par la mise en place d'un programme de bailleur social au Sénégal. Très bien. Deuxième point, aujourd'hui, la CONAREL doit jouer pleinement son rôle en tant que régulateur. Mais ce qui serait mieux aujourd'hui, comme ce que j'avais dit tout dernièrement, c'est de mettre en place l'agence pour la promotion et la régulation de l'immobilier. Et cette agence-là, elle doit prendre en compte tous les acteurs. On ne veut pas aujourd'hui, comme ce que notre doyen, comment dirais-je, Sarr a dit la dernière fois, on ne va pas vouloir soigner un malade qui a mal à tout le corps et on va soigner les yeux. L'immobilier, ce n'est pas que le loyer, ce n'est pas que le littoral, ce n'est pas que le truc. Aujourd'hui, quels que soient les secteurs ou les facteurs, ils sont interconnectés. Si on ne gère pas le foncier, on ne pourra pas gérer le loyer. Si on ne gère pas la fiscalité, on ne pourra pas gérer le loyer. Si on ne gère pas le coût de construction, on ne pourra pas gérer le loyer. C'est un temps, la FACIS avait beaucoup développé sur les 3 F. Les 3 F, oui. On a beaucoup développé sur les 3 F pour vous dire que c'est le foncier, la fiscalité et le financement. Donc, tous ces points-là doivent être faits, mais ça ne peut pas être géré par une seule entité. Aujourd'hui, on va essayer de contraindre avec des gens avec la CONAREL. C'est bien beau. Mais ça ne va pas donner ses fruits. Parce que je n'ai pas vu, avec toutes les sanctions, là, ils sont passés de 1 million de sanctions à 10 millions. Depuis 60 ans. Quel est le propriétaire qui a été inquiété? Qu'on me donne un seul propriétaire au Sénégal qui a eu des sanctions, même pécuniaires, prononcées par un juge au Sénégal, avec toutes les lois qu'on a mises en place. De 60 ans aujourd'hui. Elles sont passées de 1 million, tout dernièrement, ils vont augmenter pour dire on met des sanctions de 10 millions. Donc, ce qui veut dire que c'est bien beau, c'est des tentatives, psychologiquement, ça fait plaisir aux locataires, ils se sentent à l'aise pendant 2-3 mois, et puis après, ils se retrouvent qu'on rêvait, on est dans la réalité. Il faut impacter positivement sur le marché, mettre en place toutes les différentes politiques qu'il faut pour qu'on puisse voir maintenant comment gérer ce problème du loyer. Merci beaucoup, Abdoul Diadio, pour ces insights et ces solutions. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis sur cette version française. Alors, je suis Ahmed Lo, votre consultant immobilier. N'hésitez pas justement à visiter nos différentes émissions sur le foncier, sur l'immobilier locatif et également donc, les différentes tendances, les dernières tendances chiffrées du marché locatif au Sénégal sur la page TSM Média et également Magazine Immobilier Sénégal. Alors, pour d'autres informations complémentaires donc, relatives au secteur immobilier, vous pouvez aller sur le site web amnservice.org et également pour d'autres informations relatives à la législation en matière immobilière, vous pouvez aller sur le site magazineimmosénégal.com. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup à la régie et à l'ensemble de l'équipe technique de TSM. Au revoir.